Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le podcast géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. C'est fait, Donald Trump sera le prochain président des États-Unis. On pensait que l'élection serait serrée et les résultats contestés, mais les Américains l'ont massivement élu. Ils sont près de 4 millions de plus à avoir voté pour lui plutôt que pour Kamala Harris. Caroline du Nord, Géorgie, Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, 5 des États pivots ont choisi le républicain. Et si le dépouillement est toujours en cours au Nevada et en Arizona, les résultats partiels semblent être eux aussi en faveur de Trump. Alors nous allons longuement revenir sur les raisons et les conséquences de ce résultat. Mais d'abord, Jean-Marie, Alain, est-ce que vous êtes surpris par cette victoire ? Surpris, oui, parce que personne n'attendait un tel paysage, parce qu'il faut rappeler qu'il y a quand même pas seulement le président, mais il y a le Sénat qui est devenu républicain et probablement la Chambre des représentants qui va le rester. Donc, mais là, vous êtes surpris par l'ampleur de la victoire, mais par la victoire en elle-même. Alors l'ampleur, c'est toujours difficile de... On peut toujours dire les sondages se sont trompés parce qu'ils annonçaient une partie très serrée, alors qu'en fait, si on regarde les choses de plus près, les sondages étaient dans la marge d'erreur. Et dans cette marge d'erreur, vous pouvez comptabiliser un sondage, comme c'était le cas pour la Pennsylvanie, par exemple. On avait 48, quelque chose et 48, un peu plus, selon les candidats. En fait, ça a terminé à 47,53 ou 48,52. On est resté dans la marge d'erreur. Non, ce qui est plus surprenant, c'est vraiment surprenant pour le coup, c'est que dans la phase précédente, c'est-à-dire première élection de Donald Trump, il l'avait emporté sur Hillary Clinton, sur le vote du collège électoral, mais il avait perdu le vote populaire. C'est-à-dire qu'une majorité d'Américains, plus de 3 millions de plus, avaient voté pour Hillary Clinton. Alors que là, il a aussi le vote populaire. C'est-à-dire qu'il a presque 5 millions de voix de plus que n'en a obtenu Kamala Harris. Et donc la surprise, elle est là, plus que sur toute autre chose. Et puis ensuite, l'autre surprise, c'est quand même qu'il y a eu, malgré tout, si on regarde les choses dans le détail, il y a cette perte par les démocrates des 3 grands États ouvriers, notamment Michigan et Pennsylvanie, qui signifie au fond l'ancrage ouvrier populaire, classe moyenne, j'allais dire entre guillemets inférieure, du vote pour Donald Trump. Et ça, c'est très marquant parce que ça signe le basculement de cet électorat dit populaire vers le Parti républicain et l'effacement du Parti démocrate dans certains de ses bastions. Rappelons-nous que le Michigan a inventé Barack Obama, a supporté Barack Obama. Sans le Michigan, il n'y a pas de Barack Obama. Et là, c'est devenu républicain. Donc voilà, les surprises, elles sont là. Pour l'instant, si on fait le décompte entre 2016 et 2024, en 2016, Donald Trump, il recueille 62 millions de voix, presque 63 millions de voix. Il en recueille 10 millions de plus en 2024. Ça vous s'inspire quoi, cette progression en nombre de voix dans le vote populaire, Alain ? Ça confirme la transmutation, la mutation complète du Parti républicain. Ça, c'est une première chose. Le grand parti ouvrier, employé, classe moyenne plutôt moyenne, c'est le Parti républicain, ce n'est plus le Parti démocrate. Ça confirme aussi une immense erreur de stratégie du Parti démocrate, qui consistait à penser que les minorités raciales lui étaient acquises, qu'il s'agisse des Afro-Américains, qui restent très largement acquis au Parti républicain, mais les Latinos ou les Asiatiques, et là, c'est une erreur massive, puisque les Latinos comptent pour, si on prend les électeurs, les gens qui sont allés voter le 5, eh bien, 54% des hommes latinos, plus de la moitié, ont voté pour Donald Trump. On sait pour quelles raisons ils ont préféré Trump à Kamala Harris. Je pense qu'il y a des raisons économiques et sociales tout court, premièrement. Donc, les 3 années de Joe Biden a procédé à des réformes profondes et l'Amérique va en bénéficier maintenant. Ça portera d'ailleurs probablement Donald Trump durant ce premier mandat, mais ça ne payait pas immédiatement sur le plan électoral. Donc il y a eu de l'inflation qui a rongé les hausses de salaire. Pour combattre l'inflation, le système fédéral, la Banque centrale américaine a relevé les taux d'intérêt, ce qui fait que le logement, si vous voulez, les mensualités sur les prêts d'intérêt immobilier, que en général les Américains achètent leur
maison ou leur appartement ont explosé et donc il était devenu impossible de se loger aux États-Unis. Et enfin, troisième et quatrième poste, il y a eu l'essence aussi, ça s'est mal passé, principalement à cause de la guerre en Ukraine. Et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelle l'épicerie là-bas, c'est-à-dire grosso modo le petit déjeuner américain, c'est-à-dire les céréales, le lait, le pain en tranches. Tout ça a pris plus de 10% quand c'était pas plus, parce que les compagnies en ont profité pour faire valser les étiquettes. Et donc, ça a été une vie très difficile pour l'Amérique moyenne, les années Biden. Ça n'empêche pas que Biden a lancé une série de 3 plans législatifs d'investissement public qui vont payer maintenant. Donc ça a été une première raison. La deuxième raison, c'est que mais ça on l'a dit souvent à ce micro, pendant les 3 ans de l'administration Biden, elle a fait preuve d'une désinvolture incroyable à l'égard de ce qui se passait à la frontière sud. C'est-à-dire que chaque année, il y a eu plus de 3 millions d'entrées illégales aux États-Unis, venant s'ajouter à 11 millions de travailleurs déjà qui n'ont pas de statut, qui sont entrés illégalement aux États-Unis. Eh bien, lorsque les Latinos ou les Asiatiques ou des Noirs qui viennent de la Jamaïque ou du bassin des Caraïbes s'installent aux États-Unis, prennent la nationalité américaine, si vous voulez, il y a un moment où ils ne veulent pas la concurrence des travailleurs illégaux qui vont peser sur les salaires de tout le monde. Ils ne veulent pas ça. Ils s'intègrent aux États-Unis et ils adhèrent au patriotisme américain et ils se reconnaissent dans des valeurs qui sont l'autorité, la religion. Les Latinos sont ou catholiques ou évangéliques, travaillés par l'évangélisme en tout cas, et la religion, le respect des anciens, le mérite du travail, la progression au mérite, etc., les études. Donc tout ça, ce sont des marqueurs du Parti républicain et non pas du Parti démocrate travaillé par le mouvement des éveillés, le courant des éveillés, qu'on appelle le woke. Et il y a ça aussi qui a compté, si vous voulez. Il y a ça aussi qui a compté, il y a ces raisons-là. Donc il y a une erreur totale d'interprétation du vote des immigrés. Et le Parti démocrate a considéré que ce vote lui était acquis. Il ne lui est pas acquis. Et voilà, vous pouvez expliquer le vote latino comme ça. Et vous pouvez l'expliquer aussi parce que ça a été une élection, une campagne très genrée, c'est-à-dire au sens où Donald Trump a compris ce qui se passait chez les jeunes hommes, une sorte de peur devant la montée en puissance des femmes, une sorte de panique, de malaise devant la montée en puissance des femmes dans tous les secteurs de la société américaine. Et donc il a cultivé une sorte de retour en arrière sexiste ou machiste. Il a cultivé ça sur les réseaux sociaux, sur des réseaux sociaux spécialisés. Et donc il a travaillé ses auditoires aussi dans ce sens-là, de manière subliminale, laissant entendre qu'avec lui, les femmes reviendraient à leur place. Jean-Marie, j'ai l'impression, en écoutant Alain, que le Parti démocrate a fait les mêmes erreurs en 2024 qu'en 2016, lors de la candidature et de la campagne d'Hillary Clinton, en se focalisant sur des thèmes et un électorat, finalement, qui n'était pas rentable politiquement. Ce que je sais, c'est que c'est vrai qu'il y a une réaction masculiniste dans le vote Trump, mais il faut pas oublier 2 choses. Trump, ça fait 2 fois, donc, qu'il bat une femme. Et donc, il y a une sorte de plafond de verre, comme on dirait aujourd'hui, qui empêche les femmes d'accéder à la présidence des États-Unis. Parce que c'est une femme, parce qu'on entend quand même qu'il y a des considérations économiques importantes. Oui, non, qui mais n'ont pas c'est été sûr, prises en compte. le vote économique important, mais dans ce que vient d'énoncer Alain, sur les différentes catégories, le point commun, c'est que ce sont des hommes latinos. Le facteur homme vient d'abord. Et donc, il y a une sorte de revanche masculiniste qui était très explicitement portée par Donald Trump. Et dans le vote contre Kamala Harris, il y a quand même une dimension sexiste et il y a une dimension raciste. Donc, elle avait double handicap, une femme et noire. Donc, il faut aussi intégrer cela, malheureusement, dans les déterminants du vote, même si je pense, comme Alain, que le déterminant économique a été majeur, voire décisif. Mais c'est cela la réalité américaine aussi aujourd'hui, avec, en effet, cette espèce de mouvement, de marche arrière qui est enclenché. Et je pense aussi qu'on est au seuil d'une nouvelle grande révolution conservatrice. Et une nouvelle grande révolution conservatrice qui va, en effet, faire déclencher la marche arrière. On les a peut-être crédités un peu trop vite de la marche avant. Il n'empêche que là, on va vraiment partir dans une révolution, dans une contre-révolution conservatrice.
Vladimir Poutine a adressé ses félicitations à Trump. Quelques jours avant, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait dit que le président russe ne le ferait pas car les États-Unis étaient un pays hostile, je cite, à la Russie, notamment à cause de son implication dans le conflit en Ukraine. Malgré les liens entre Poutine et Trump qu'on connaît, de nombreux observateurs estiment que les relations entre Moscou et Washington ne vont pas radicalement changer après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Alain, est-ce que vous partagez ce point de vue? Pour le moment, on observe que les réactions venant de Moscou et de Vladimir Poutine aussi, même s'il y a eu ce télégramme de félicitations, sont très à droite. C'est-à-dire, ils sont très à droite au sens elles sont très malines politiquement. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout de ne pas montrer une manière de complicité avec ce nouveau président ou de bonheur pour saluer son accession au pouvoir. Donc ça, bon, c'est de bonne guerre, c'est bien joué. Je pense qu'ils s'en réjouissent profondément. Je pense que si Trump se vante de mettre un terme à la guerre en Ukraine en arrêtant les combats sur les lignes qui sont celles d'aujourd'hui, je crois que ça satisferait à moitié le Kremlin, mais qu'il est capable, dans une première étape, d'accepter cela. Et donc, non, je pense que ça leur fait plaisir. C'est quand même quelqu'un qui n'aime pas l'OTAN, qui n'aime pas le principe d'une Amérique liée par des alliances de défense qui datent de la guerre froide. Et de ce point de vue-là, Xi Jinping aussi ne doit pas être mécontent. D'abord parce que Trump a laissé entendre que, vous savez, il y a des accords entre Taïwan et les États-Unis, l'île de Taïwan et les États-Unis. Il y a des accords entre le Japon et les États-Unis, la Corée du Sud et les États-Unis, et les Philippines, pour ce qui concerne la zone Pacifique. Et puis il y a l'OTAN de l'autre côté. Trump a déjà ébranlé politiquement ces accords en disant que bon, Taïwan, mais faut pas exagérer, ils payent pas assez pour leur défense, il faudrait qu'on leur fasse une facture beaucoup plus chère, ils nous ont volé des microprocesseurs, ils ont pas respecté le droit de propriété, et plus grave encore, ils sont excédentaires dans leurs relations commerciales avec les États-Unis. L'OTAN, c'est la même chose, il a déjà laissé entendre qu'il était prêt à vider de sens l'article sur la solidarité collective, l'article 5, il dit, c'est pas évident que mécaniquement, dit-il, l'OTAN doit venir au secours d'un pays balte. Donc il peut neutraliser les alliances des États-Unis, si vous voulez. Tout ça, ça va dans le sens de Moscou et de Pékin qui entendent lutter contre un monde dominé par une hégémonie occidentale. Eh bien, l'arrivée de Donald Trump, c'est-à-dire un homme profondément isolationniste, qui n'aime pas les interventions à l'étranger, et qui n'est pas belliciste non plus, l'arrivée de cet homme à la Maison-Blanche, je veux dire, va plutôt dans leur sens. C'est un homme qui est totalement indifférent au fait que l'Amérique doive soutenir des alliés du seul fait que ce sont aussi des démocraties. Cette idée américaine que l'Amérique avait besoin à la fois pour être fidèle à son identité profonde et pour des raisons stratégiques que l'Amérique avait besoin de développer ses réseaux d'alliances avec des démocraties, lui est totalement étrangère. Pour lui, les relations extérieures des États-Unis avec les autres pays, ça relève de la comptabilité en partie double. Si vous êtes excédentaire, vous êtes mon ennemi. Si vous êtes déficitaire dans vos relations commerciales avec les États-Unis, vous êtes mon ami. Ça convient très bien à la vision du monde qu'ont les Russes et les Chinois. Et il faut rappeler que l'Union européenne est excédentaire par rapport aux États-Unis. Voilà pourquoi Trump s'apprête à déclencher une guerre commerciale contre les Européens, parce que justement, les Européens vendent plus aux États-Unis qu'ils n'importent des États-Unis. Ça, c'est un élément, à mon avis, clé, en effet, de ce que sera son comportement. Et par ailleurs, mais je parle sous le contrôle d'Alain, parce qu'il se souvient peut-être de cette formule, mais il y a eu, pendant la campagne, une phrase de Donald Trump qui est glaçante, parce qu'elle dit, il parle s'agissant des Russes, en disant, mais ils feront ce qu'ils veulent. Ils feront ce qu'ils veulent, ils peuvent aller au-delà de l'Ukraine. Donc, c'est ça, je pense, qui est sous-jacent à ce que l'on doit craindre. Même s'il y a eu cette entrevue pas à la Maison-Blanche, mais à Washington, entre Donald Trump et le président Zelensky, mais dont on ne sait pas ce qui s'est dit. On ne sait absolument pas si Trump a pris un engagement quelconque ou si ils se sont entendus ou préentendus sur ce que pourrait être une sortie du conflit. Zelensky avait l'air assez satisfait de son entretien. Oui, assez en tout cas, satisfait. c'est ce qu'il a dit. Après, comme dirait Alain, Trump est imprévisible.
Vous parlez de l'Europe. Juste une dernière question, Alain. Ce jeudi 7 novembre, les 27 sont réunis à Budapest pour le sommet de la communauté politique européenne. Le président français, Emmanuel Macron, a appelé l'Europe à reprendre le contrôle. Si on décide de rester des herbivores, a-t-il dit, les carnivores gagneront. Est-ce que cette élection est une chance pour l'Union européenne ? On concluait qu'il fallait être omnivore. Oui, c'était les 27, mais si vous voulez, c'était la communauté politique européenne, cette idée qui a réussi d'ailleurs du président Macron, qui est d'associer d'autres pays qui n'ont pas forcément vocation à entrer dans l'Union européenne, mais d'associer d'autres pays du continent, les Britanniques étaient là notamment, mais d'autres pays du continent à venir réfléchir aux questions stratégiques qui se posent aux Européens. Et je crois que Donald Trump, mais c'eût été presque la même chose avec Kamala Harris, c'est la preuve que l'évolution démographique, la richesse de l'Europe, les difficultés budgétaires des États-Unis, vous pouvez trouver 1000 raisons, mais c'est la preuve que ce qui est en mouvement, c'est un éloignement des États-Unis de la scène européenne, soit parce qu'ils considèrent que leur leadership est menacé en Asie et non pas en Europe. Pour toutes les raisons que vous pouvez mettre sur la table, Christophe, on assiste quand même à un mouvement, à une marche vers une dissociation des États-Unis de l'Europe. Et Trump va l'accentuer. Peut-être que Kamala Harris ne l'aurait pas accentué à ce point. Lui, il va l'accélérer, ce mouvement, Donald Trump. Alors, il faut intégrer une limite à ce raisonnement que vient de faire Alain, parce que si vous regardez les choses dans le détail, les pays de l'OTAN achètent aux États-Unis 55% de leur armement. Donc, si vous quittez l'OTAN ou si vous démantelez l'OTAN, vous privez les États-Unis mécaniquement d'un marché énorme, absolument gigantesque. Et alors, à un moment où les Européens vont se réarmer, ont commencé de se réarmer. Alors, la réponse en général de Trump à ce genre de cas de figure, c'est la relation bilatérale. Donc, ce qu'il perd collectivement avec l'OTAN, si l'OTAN est dissoute d'une façon ou d'une autre, il va essayer de le regagner de façon très bilatérale. Par exemple, il va dire aux Ukrainiens, vous n'entrerez pas dans l'OTAN, mais on va signer avec vous un accord de sécurité et les Ukrainiens seront priés de s'équiper principalement aux États-Unis. C'est ça qu'il va falloir peser et regarder de près, parce que dans l'esprit de Trump, c'est comme ça que ça marche. Mais est-ce qu'il peut le faire avec des pays qui sont membres de l'Union européenne ? Est-ce qu'il peut y avoir des accords bilatéraux avec l'Espagne, l'Allemagne ou la France ? C'est ce qu'il va essayer. Il va d'abord commencer par son principal soutien dans l'Union européenne, qui est Viktor Orban, puisque non seulement il a loué Viktor Orban, mais il loue en même temps le système de gouvernement de Viktor Orban, c'est-à-dire la démocratie dite illibérale, qui va le rapprocher donc de la sphère poutinienne et l'éloigner de la sphère strictement européenne. Donc toutes ces questions sont absolument majeures. On a vraiment les prémices d'un tremblement de terre déclenché par cette élection américaine. Et je voulais juste, moi, terminer sur un point et revenir sur un point, parce que vous avez entendu un peu partout dire « Ah ben c'est la victoire du peuple contre les élites ». Et donc les élites ont été défaites. Alors que la victoire de Donald Trump, c'est l'instauration, ni plus ni moins, d'une oligarchie. C'est une oligarchie qui va diriger les États-Unis à travers la personne de Donald Trump. Le meilleur exemple, c'est que le premier membre de cette oligarchie, c'est évidemment Elon Musk, qui a mis son argent à disposition de Donald Trump, mais qui en retour va en tirer des marchés considérables. Dans l'espace, ça a déjà commencé, mais dans d'autres domaines aussi. Il va être en charge de réorganiser, en tout cas de faire un audit du service public américain. Et donc de démanteler le service public américain au bénéfice de cette oligarchie, c'est-à-dire 4-5 personnes, en fait, dont le patron de PayPal et quelques autres pays. Et regardez aussi ce qui s'est passé pour le Washington Post, c'est-à-dire le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui interdit au Washington Post de prendre position, sachant que s'il avait pris position pour Kamala Harris, Trump, ça fonctionne un peu comme un système mafieux. Donc vous êtes avec lui ou contre lui. Si vous prenez position contre lui, vous serez puni. Et donc Jeff Bezos ne voulait pas être puni, c'est-à-dire démantelé, parce que ce qui était dans les cartons des démocrates, c'était le démantèlement des monopoles. Et donc c'est ce que ces propriétaires de monopoles veulent absolument éviter et qu'ils éviteront avec Donald Trump. Donc l'oligarchie est désormais au pouvoir aux États-Unis et c'est évidemment l'envers de ce qu'avaient voulu ceux que l'on appelle les pères fondateurs, et donc tout cela pour mesurer l'ampleur et la gravité de cette transformation ou de cette contre-révolution qui commence aux États-Unis avec Donald Trump. Jeff Bezos qui avait interdit au Washington Post de se positionner en faveur de Kamala Harris au nom d'une neutralité journalistique, mais qui a pris la peine de saluer chaleureusement la victoire de Donald Trump sur Twitter après l'élection. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Cette semaine, vous expliquez qu'avec Donald Trump à la Maison-Blanche,
la prophétie du général de Gaulle se réalise, écrivez-vous, un jour les États-Unis quitteront le vieux continent. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre émission politique sur France 24, le jeudi aussi. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.